Pourquoi les Européens agissent-ils de manière aussi absurde et presque schizophrène lorsqu'il s'agit de l'infiltration de leur continent? C'est une question intéressante et c'est une question que j'examine et sur laquelle je réfléchis depuis un certain temps maintenant, avec l'Iran, les États-Unis et Israël qui cherchent à renverser la République islamique, véritable refuge des terroristes du Moyen-Orient. Cela a eu un impact sur leurs importations, sur les importations de l'Europe depuis 47 ans. D'une façon ou d'une autre, les Européens, c'est-à-dire leur gouvernement, n'arrivent toujours pas à s'organiser. J'ai donc cherché une réponse et trouvé cette vidéo. Et je pense qu'elle fait vraiment du bon travail en fournissant une analyse approfondie de ce qui se passe réellement. Bienvenue sur The Pushback, je suis Aerk. N'oubliez pas de vous abonner. Apprenons-en plus à ce sujet car il va devenir de plus en plus important de comprendre cela avec le temps. Pourquoi ces Européens sont-ils si instables? Je comprends que leurs intérêts diffèrent des nôtres, mais en tant qu'acteurs occidentaux, je pensais que nous serions plus unis sur l'Iran. Cela ramène aux États-Unis, qui paient une part démesurée du budget de l'OTAN et qui doivent sans cesse marteler: s'il vous plaît, défendez-vous, c'est dans votre intérêt. N'ont-ils pas peur de l'Iran? Il y avait un projet commun de défense antimissile qu'Obama a annulé lors de cette fameuse conversation de donnant-donnant captée par un micro resté ouvert, où il a conclu un accord avec les Russes pour faciliter sa réélection. Il allait démanteler le projet tchéco-polonais. Les États-Unis allaient financer en grande partie une défense antimissile destinée à protéger l'Europe contre l'Iran. Ils ont une peur bleue d'un Iran nucléaire, mais ils ne veulent rien faire à ce sujet. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui explique cette schizophrénie européenne? S'il vous plaît, dites-nous, Victor Hankson, pour que nous puissions savoir, parce que nous sommes tous vraiment confus aussi. Je ne sais pas pourquoi la musique Rome est si bonne. Bonjour, ici Victor Davis Hansen pour le Daily Signal. Pourquoi les Européens sont-ils si changeants? Je comprends que nos intérêts diffèrent, mais nous sommes tous deux des acteurs occidentaux. On pourrait penser que nous serions plus collaboratifs dans l'effort de désarmer et de dénucléariser l'Iran, mais beaucoup de choses étranges se passent. L'utilisation traditionnelle de la base aérienne stratégique de Diego Garcia dans l'océan Indien, gérée par les Britanniques, mais souvent mise à notre disposition et nous permettant d'avoir une base très précieuse pour nos bombardiers à long rayon d'action. Les Britanniques ont d'abord refusé de nous permettre de l'utiliser, puis seulement à condition qu'elle soit utilisée à des fins défensives. Au fait, ensuite, les Iraniens sont allés essayer d'attaquer cette base. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense qu'ils ont oublié la guerre des Malouines de 1982. Ils étaient dans de beaux draps, traversant la moitié du globe pour attaquer un pays dans l'hémisphère occidental. Nous essayons d'entretenir des relations amicales pour qu'ils ne rejoignent pas les autres nations communistes. Et bien sûr, nous leur avons offert 2 millions de gallons d'essence, nous leur avons proposé l'utilisation d'un porte-avions s'ils en avaient besoin, nous leur avons fourni des renseignements sophistiqués. Sans l'aide des États-Unis, ils auraient eu beaucoup de mal à le reprendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, l'Espagne a dit que nous ne pouvons pas du tout utiliser la base de l'OTAN là-bas en Espagne. Macron en France et Merz en Allemagne ont eux aussi exprimé des réserves. Trump essaie maintenant de dire: vous savez que nous utilisons tous nos moyens pour désarmer cette menace commune pour l'Occident. Pouvez-vous envoyer quelques navires pour nous aider à patrouiller dans le détroit d'Ormuz? Ils hésitent. J'ai le pressentiment, sans savoir ce qu'il va dire, car je regarde en direct avec vous, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose dans la mentalité européenne du genre ne pas déranger. C'est très poli, tout le monde sait que les Britanniques sont très polis. C'est juste comme ne pas troubler la paix. Et cela va avec la politesse, mais aussi avec un manque de courage. Quand on est trop poli, cela signifie qu'on n'est pas prêt à vraiment défendre les choses qu'on doit protéger. Et cela peut avoir un coût élevé pour tout le monde. Et peut-être que c'est là où il veut en venir. Cela nous ramène aux États-Unis, qui paient une part démesurée du budget de l'OTAN, et ils doivent sans cesse rappeler, insister: s'il vous plaît, défendez-vous. Nous sommes là pour vous aider, mais nous sommes de l'autre côté de l'océan, à 3000 miles d'ici, et c'est dans votre intérêt. Et c'est la troisième fois que Vladimir Poutine envahit l'Ukraine. Alors, n'ont-ils pas peur de l'Iran? Il y avait un projet commun de défense antimissile. Obama l'a annulé lors de cette fameuse conversation de donnant-donnant captée par un micro ouvert, où il a conclu un marché avec les Russes pour qu'ils lui laissent les coups des franches afin qu'il puisse être réélu. Il allait démanteler le projet tchéco-polonais de défense antimissile.
C'était principalement pour la protection de l'Europe. Les États-Unis allaient en financer une grande partie pour se protéger de l'Iran. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui explique cette schizophrénie européenne? Ils veulent être un allié, mais ils ne veulent pas être un allié. Ils ont une peur bleue d'un Iran nucléaire, mais ils ne veulent rien faire à ce sujet. Ils veulent que les États-Unis s'en occupent, mais ils veulent que les États-Unis s'en occupent sans les impliquer. Mais la plupart de leur pétrole vient du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord, donc ils veulent absolument des approvisionnements fiables. Ils veulent que le détroit d'Ormuz reste ouvert et que les États-Unis le garantissent. On dirait qu'ils veulent beaucoup de choses différentes, mais ils ne sont pas prêts à faire quoi que ce soit pour que cela se produise. Pour débarrasser la mer Rouge des attaques des Houthis, nous savons tout cela, mais ils ne sont jamais là quand nous avons besoin d'eux. Et c'est une demande très, vous savez, très raisonnable. Alors pourquoi est-ce ainsi? Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Je pense qu'ils ont fait des choix désastreux, tant en interne qu'en externe, dans leur politique. Tout d'abord, l'Allemagne compte 16% de sa population qui sont des immigrés nés hors d'Allemagne. La grande majorité d'entre eux sont des musulmans non assimilés, non acculturés, non intégrés. Beaucoup d'entre eux sont arrivés sous la politique d'Angela Merkel. Elle était la version allemande d'Alejandro Mayorkas, qui a ouvert la frontière et a pratiquement mis en œuvre cette politique destructrice. Dans d'autres pays, c'est de 6% à 10 ou 12%. L'essentiel, c'est l'effet multiplicateur de cette politique d'immigration illégale aux frontières ouvertes. Parlons juste d'Angela Merkel un instant, parce que je dois vraiment le dire. Un jour dans l'histoire, ces personnes seront jugées rétrospectivement et le monde dira, ils étaient de véritables traîtres à leur pays, ils étaient littéralement des espions. Comme nous voyons dans l'histoire des personnes ayant pris des décisions qui ont détruit leur pays ou leur société. Ceux qui ont ouvert les frontières seront perçus ainsi, et qu'ils s'en sortent sans conséquence me semble insensé. Elles sont directement responsables de tous les crimes, de tous les meurtres, de tous les viols, de toutes les destructions qui se produisent à cause de ces personnes, et elles devraient être emprisonnées indéfiniment pour ce genre de comportement. Les communautés musulmanes immigrées sont souvent plus radicales que leurs pays d'origine, déjà très radicaux. Ils ne veulent pas faire partie de l'Occident, ils pensent que leur taux de natalité et l'augmentation de l'immigration vont bientôt submerger ces gouvernements européens et les gouvernements européens en ont peur. Donc, sur des questions clés qui préoccupent l'Occident, comme affaiblir l'Iran, ils ont peur de dire quoi que ce soit. C'est insensé que les gens n'y aient pas pensé à l'avance. Si vous allez permettre à des immigrés d'entrer dans votre pays, encore une fois, par sympathie, par bienveillance ou pour de bonnes raisons, peu importe. Si vous en autorisez beaucoup, ils deviendront une base électorale importante. Pour moi, en tant que politicienne qui réfléchit sans cesse, pas que je le sois. Si j'étais une politicienne cherchant à être réélue, il semblerait évident que si je leur faisais la faveur de les laisser entrer, ils voteraient pour moi. Ne voudriez-vous pas en savoir plus sur leurs idéologies, ce qu'ils croient et ce que vous devrez promouvoir en leur faisant des courbettes? C'est ce que cela semble actuellement. Il semble que le gouvernement européen soit simplement concentré sur le fait de courtiser ce grand groupe d'immigrés islamisés qui sont arrivés, et donc ils refusent d'adopter de bonnes politiques. Ironiquement, ils perdront ainsi leurs autres électeurs. Et ils ont peur d'exprimer leur soutien à Israël parce que ces populations internes au sein du continent se retourneront contre eux ou bien ils ne recevront pas leur voix. La deuxième politique désastreuse était l'énergie verte. L'Allemagne et d'autres pays, à l'exception de la France, ont soit mis en pause, soit démantelé leurs centrales à charbon. Dans le cas de l'Allemagne, ils ont dû les redémarrer parce qu'ils avaient désarmé ou déplacé leurs installations nucléaires. Ils ne veulent pas exploiter les énormes gisements de gaz naturel qui seraient présents en Europe continentale. Ils ne cherchent pas de nouvelles sources de pétrole en mer. Ils ne veulent ni combustible fossile ni gaz naturel, sauf si nous l'importons. Ils ne veulent pas développer eux-mêmes leurs ressources énergétiques et le résultat, c'est que leur énergie est 2 ou 3 fois plus chère que celle de leurs concurrents économiques. Et ils sont captifs du Moyen-Orient et de la Russie pour l'énergie, donc cela a affecté leur indépendance politique. Cela affecte leur indépendance politique. Mais ne vous diriez-vous pas que, sur le long terme, vous seriez intéressé à vraiment sortir de cette situation? Peut-être pense-t-il que, ayant adopté de si mauvaises politiques envers Israël et l'Amérique, Israël pourrait les punir si elle prend le contrôle, mais pas du détroit d'Ormuz, car ce n'est pas leur intention.
Mais si Israël est vraiment l'une des superpuissances de la région et permet réellement un commerce sûr, alors ces pays européens ont tellement mal géré la situation qu'ils misent sur l'Iran comme allié, malgré le fait que l'Iran leur tire directement des missiles dessus, c'est tout simplement un mauvais pari. Beaucoup semblent prendre des décisions très stupides sur la confiance à accorder, notamment concernant la Russie et le Moyen-Orient. Les printemps arabes ont montré ce qui s'est passé ces dernières années. À quel point les entités qui contrôlent les zones permettant à votre commerce de passer sont peu fiables? Vous ne voudriez pas quelqu'un de nouveau? Vous n'investiriez pas là-dedans? Troisièmement, il pensait être à la fin de l'histoire après la fin de la guerre froide et la dissolution du pacte de Varsovie. Donc il pensait être dans une sorte d'utopie de désarmement, alors ils se sont plus ou moins désarmés. Nous voilà donc avec le petit Israël, avec 11 millions, 10 millions d'habitants, et ils ont 300 avions de chasse de première ligne, des jets qui volent tous les jours avec certains des meilleurs pilotes du monde, des chasseurs. Dans notre trio clé de partenaires de l'OTAN, plus que l'Allemagne, plus que la France, plus que la Grande-Bretagne, Mais encore une fois, la Turquie, qui est évidemment proche des islamistes, fait aussi partie de l'OTAN et elle ne s'est pas désarmée, elle a renforcé son armée comme jamais. Donc au final, ces pays ont adopté des politiques qui les ont laissés pratiquement démunis en ce qui concerne leur capacité à se défendre, dans le domaine économique, dans le domaine politique et maintenant spécifiquement dans le domaine militaire. Je veux dire, ils sont dans un état tellement mauvais, c'est fou. Bien sûr, nous connaissons la fécondité européenne, la nôtre est déjà assez mauvaise à 1,65, la leur est descendue à 1,3 et 1,4 dans certains pays, et même 1,1, il y a eu un nouveau credo en Europe selon lequel vous n'allez pas avoir d'enfants. La belle vie est trop précieuse, pourquoi la gâcher à élever des enfants? Et bien sûr, le socialisme n'est pas durable. au fait, ce sont aussi des entités étrangères qui ont promu l'idée que les femmes ne devraient pas se marier et devraient être féministes, car ce serait mieux pour elles. Si on y réfléchit, le but final a toujours été que ces pays se réduisent eux-mêmes parce qu'ils veulent prendre le contrôle. Si les gens ont moins d'enfants, ils sont plus faciles à conquérir parce qu'ils ont moins de monde pour se défendre. Si vous envoyez beaucoup d'immigrés, alors ces pays sont faciles à conquérir parce que vous envoyez vos propres gens, pour agir en gros comme un cheval de Troie. Si vous convertissez des gens car leurs idéologies sont mauvaises et que vous proposez des solutions, vous prenez le contrôle. Toutes ces choses, dans une certaine mesure, ont été conçues pour faire en sorte que les pays occidentaux s'affaiblissent vraiment, vraiment, vraiment. Peut-être que ce n'est pas juste de blâmer les cultures extérieures. Peut-être que le désir et la quête de liberté et de confort de la société occidentale ont en fait fini par les détruire eux-mêmes. Ne pas avoir d'enfants, les gens ignorent-ils que c'est ce qu'il y a de plus beau à faire? C'est notre désir et notre besoin inhérent de mettre au monde davantage de personnes qui pensent comme nous, de créer une société qui est belle. Penser que les gens ont été convaincus que le fait d'avoir des enfants est une mauvaise chose, ça me dégoûte un peu, vraiment. Ce gigantesque filet de sécurité socialiste, qui est aggravé par des millions de personnes pauvres du Moyen-Orient arrivant illégalement, qui exigent des prestations et menacent en quelque sorte leur pays d'accueil. Ce ne sont pas des immigrés très reconnaissants, et quand on met tout ça ensemble, on obtient la schizophrénie européenne. Et quelle est cette schizophrénie? Elle murmure discrètement aux États-Unis: Aidez-nous, aidez-nous. Vous devez vous assurer que la Russie n'aille pas plus à l'ouest en Ukraine. Quand allez-vous y aller, tous les 7 présidents avant vous, Monsieur Trump? Ils se sont tous inquiétés de la crise des missiles balistiques nucléaires iraniens. Nous sommes plus proches que vous, nous ne pouvons plus les apaiser. Puis-je dire que je ne pense pas que ce soit de la schizophrénie? Pour moi, c'est plutôt le comportement classique d'un tyran, comme ceux qu'on trouve en classe, qui prétendent être forts et durs. En réalité, il est maltraité chez lui, ce qui explique pourquoi il intimide les autres. Ici, un groupe de personnes vit dans la terreur. En coulisses, ils supplient Israël et l'Amérique de les aider, mais publiquement, malgré leur situation désespérée, ils essaient d'utiliser la force comme si de rien n'était. Ce n'est pas le bon exemple, c'est plus psychologique, pas de la schizophrénie. Ils ne sont pas erratiques dans leurs décisions, mais impuissants, alors ils essaient d'agir. Tout va bien, alors qu'en réalité, ils sont complètement en ruine. Nous détestent autant qu'ils vous détestent. Qui va faire quelque chose, s'il vous plaît, Monsieur le Président? Et puis publiquement, oh, nous sommes très préoccupés, c'est très troublant, c'est très dangereux.
Je ne pense pas que nous voulions vraiment participer activement. Ils tiennent à garder leur dernier atout, l'espoir que les islamistes voteront pour eux. Et l'ironie finale, c'est que l'Europe a une population plus importante que la nôtre, 450 millions de personnes, et son PIB est à peu près de la taille de celui de la Chine. Elle dispose de vastes ressources et d'un grand potentiel, même avec ses politiques socialistes et d'énergie verte, même avec ses frontières ouvertes, même avec sa faible natalité, avec toutes ces crises qu'elle s'est infligées elle-même, elle pourrait encore s'armer et être un partenaire à part entière. Et pourtant, elle ne le fera pas. Et donc, elle sait qu'elle devrait le faire, elle sait qu'il y a des choses qui doivent être faites, et elle veut qu'elles soient faites, mais elle veut que les États-Unis le fassent à sa place. En même temps, elle peut les critiquer et se positionner contre son propre sauveur. C'est une situation tragique et, pour être honnête, vraiment pathétique. Merci. Je dois lui donner raison. C'est un peu triste et c'est un peu pathétique. Et au bout du compte, les gens vont devoir se demander, et les gouvernements vont devoir se demander, est-ce que cela fonctionne pour nous? Si nous continuons simplement à faire de nos amis des ennemis pour paraître forts et puissants, mais qu'en coulisses, nous les supplions de nous aider parce que nous sommes dans un état si lamentable, est-ce que ça va marcher? Je veux dire, ça pourrait marcher, parce que l'Amérique et Israël ne font pas vraiment cela pour l'Europe, ils le font pour eux-mêmes, et donc peut-être que l'Europe en bénéficiera au passage. Mais à un certain moment, les populations vont tout simplement réagir, et c'est déjà le cas, et dire à leur gouvernement, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on voit émerger des idées plus extrémistes et les voir progresser dans les urnes, aussi bien à droite qu'à gauche. C'est parce que cette attitude pathétique, cette façon de tergiverser, de ne pas vraiment prendre position, les gens en ont un peu assez. Ça ne fonctionne pas, surtout quand leur vie est menacée, quand leurs enfants sont menacés, même s'ils n'en ont pas beaucoup. Et ça, les amis, c'est ce qui se passe en Europe. Espérons et prions pour un changement et un changement rapide. Je pense qu'à ce stade, les gens ressentent vraiment qu'il faut que quelque chose se passe. Et j'espère que le prochain cycle électoral va apporter le changement que nous attendons. Merci de votre attention à ce sujet. Et les amis, souvenez-vous, on va y arriver. D'accord, on va y arriver.